Mesdames et messieurs de Socrate TV Bénin, bonjour. L'histoire d'une vie aujourd'hui reçoit un acteur politique, Monsieur Xavier François Ataledji, est acteur politique et chef de parti politique. C'est lui que nous recevons aujourd'hui. Monsieur Ataledji, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Comment vous vous portez? À merveille. Vous êtes patron d'une formation politique au Bénin. Aujourd'hui, quand on parle de Xavier Ataledji François, on sait que c'est un acteur politique. Mais bien avant, qui êtes-vous? Merci, cher ami. François-Xavier Atadeji, ou bien pour être plus complet, Yavedo François-Xavier Atadeji est un Béninois lambda, comme tout autre Béninois, natif de l'arrondissement d'Aklankpa, commune de Glazoué, département des Collines. J'ai grandi à Aklankpa. J'ai fait l'école primaire centre d'Aklankpa jusqu'au CM2, où j'ai obtenu mon CFEB. Après ça, j'ai fait le premier cycle au CEG d'Aklankpa. Après le BEPC, j'ai fait la seconde au CEG1 de Dassazoumé. Et ma terminale au lycée Oufon à Bomé, où j'ai eu le bac D. Bien sûr, en 96, j'ai commencé les sciences économiques à l'Université nationale du Bénin, la FAGEP. Et en 99, je me suis envolé pour les États-Unis. Et là-bas, j'ai dû changer la veste au lieu de continuer les sciences économiques. Et j'ai fait l'informatique de 2000 à 2005, où j'ai décroché mon diplôme d'ingénieur en informatique. Et à partir de 2005 jusqu'en avril 2025, j'ai exercé ce métier aux États-Unis. Et puis, en avril 2025, je suis revenu au Bercail pour poursuivre mon ambition politique. Je compte rester, bouger les lignes, frapper, taper à toutes les portes pour les élections présidentielles du 12 avril 2026. Président, on repart à Klankpa, votre village natal. Quelle a été votre enfance? Une enfance entre les deux parents, une enfance entre les camarades, une enfance de chasse, une enfance de quoi? Dites-nous. J'avoue que j'ai grandi majoritairement avec ma maman. Mon papa était polygame, et donc mon papa n'était pas vraiment sur place. C'était un infirmier, il n'est plus, paix à son âme. Donc il circulait, il était affecté de ville en ville, d'hôpital en hôpital. Donc majoritairement, je suis resté à Klankpa avec ma maman. Et donc, j'ai fait mon enfance, qui était une enfance, je dirais, exemplaire, puisque je ne manquerais pratiquement de rien. Bien sûr que, comprenez, dans un village comme à Klankpa, d'alors, il n'y avait pas tout. Donc, en ce moment, nous n'avons pas l'électricité, ni de téléphone, et je dirais, ni d'eau potable, ne serait-ce que l'eau des puits et des rivières. Donc j'ai grandi dans cet environnement-là, bien épanoui. J'étais polyvalent. Je jouais au foot, je jouais dans les clubs de théâtre, je jouais dans les groupes folkloriques et je fabriquais pas mal d'objets. Et je dirais que si j'étais né dans un pays développé, je serais peut-être quelqu'un qui travaille avec ses mains. Et à l'école, quel type d'élève vous étiez? J'étais un élève brillant. Je ne suis pas en train de me jeter des fleurs. J'étais parmi les meilleurs de mes classes, parfois premier. Et donc j'ai évolué comme ça jusqu'à avoir mon CFEB. En seconde, première, terminale, ce n'était pas aussi mal. J'étais aussi compté parmi les meilleurs élèves jusqu'à décrocher mon bac D au lycée Oufon d'Aboumé à 96. Alors, lorsque vous retournez à Klankpa, votre village natal, quels sont les souvenirs qui vous reviennent? Je dirais que, en tant que natif d'Aklankpa, en ce moment, la vie n'était pas aussi facile.
un seul souvenir majeur me revient en esprit de temps à autre, c'est les sacrifices consentis par ma maman pour que son fils puisse devenir quelqu'un dans le village, comme on le dit, pour que son fils aille à l'école, continue ses études, braver les échelons et devenir un Akowé. Et donc, ma maman a consenti beaucoup de sacrifices. Elle est encore là, oui. Elle est vivante, et je lui rends un hommage bien mérité. Merci beaucoup. Vous l'avez dit, après vos études au Bénin, vous êtes envolé pour les États-Unis. Dites-nous pourquoi, quelles sont les raisons qui motivent ce vol à l'étranger? Bien sûr, merci. Quand j'avais eu mon bac et que j'avais commencé les sciences économiques à la FAGEP, à l'Université nationale du Bénin, la vie estudiantine et puis après le diplôme, trouver un emploi était une horizon sombre. Ce n'était pas gaillé à l'avance. On n'était pas sûr qu'après le diplôme, on aura un emploi. Et donc, mon oncle m'a invité, m'a poussé à jouer à la loterie Visa des États-Unis en 97. Je l'ai gagné en 98 et j'ai eu le visa en 99. C'est pourquoi je me suis envolé pour les États-Unis. Et la vie là-bas, comment a été? Racontez-nous tout votre séjour aux États-Unis. Comment ça s'est passé? J'avoue que c'est un grand pays, le pays le plus puissant, le plus riche du monde. Étant un francophone vivant au Bénin, je n'aimais pas l'anglais. On était au courant, au contact de l'anglais. On a étudié à l'école l'anglais, comme tout le monde. Mais l'anglais que nous étudions à l'école ici n'est pas bien châtié. Ce qui est parlé là-bas. Donc, arrivé là-bas, beaucoup de contraintes s'imposaient. Comment se débrouiller et comment communiquer avec les gens là-bas et comment se retrouver dans la société. Un Béninois qui tombe aux États-Unis dans les années 99, vous pouvez imaginer, le monde n'était pas aussi ouvert, aussi éclatant comme il est aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, j'étais confronté, j'allais dire, à beaucoup de difficultés. D'abord, premièrement, de culture, parce que la culture béninoise n'est pas celle américaine. Je suis confronté à des difficultés linguistiques, puisque je n'aimais du tout pas l'anglais. Et je n'avais jamais rêvé vivre ou aller dans un pays anglophone. Et donc, je suis confronté à la vie comme ça, et je n'avais pas de choix que de me démerder, de me débrouiller pour parler. J'ai fait les cours d'anglais, les cours du soir, et à l'université aussi, beaucoup de cours d'anglais, pratiques comme écrit comme oral. Et ça n'a pas été facile, mais vous savez, dans la vie, quand vous êtes confronté à des difficultés ou quand on vous jette à l'eau, vous n'avez d'autre choix que de vous démerder et de survivre. Donc, c'est ça que j'ai fait. Et donc, ce qui a permis même que j'ai changé de veste, ne plus poursuivre l'économie ou les sciences économiques là-bas, c'est la langue. Puisque il faudrait connaître bien l'anglais, il faudrait lire beaucoup en anglais, il faudrait parler, si on doit faire l'économie, il faudrait écrire beaucoup en anglais. Et dans les années 2000, l'informatique, le numérique, la digitalisation battait son plein. Et je me suis dit, comme ce domaine ne réclame pas beaucoup de langues, on n'a forcément pas besoin de bien parler l'anglais avant de faire l'informatique. Et comme j'étais aussi bien en mathématiques, j'ai dû changer la veste pour faire l'informatique. Mais c'est bien. Et quand vous rentrez au pays, vous faites des dons, vous allez
au secours des jeunes, des enfants démunis. Pourquoi vous avez fait cette option? Est-ce que c'est un message qui se cache derrière ces actions-là? Cher ami, imaginez un étudiant à l'Université nationale du Bénin en faculté les sciences économiques qui subitement se retrouve aux États-Unis. À l'université, nous savons tous que les étudiants ne font que aller au cours, poursuivre leur cursus estudiantin, finir, avoir un diplôme et après le diplôme, commence par chercher un emploi. Et quand on finit le diplôme, on cherche l'emploi à 80% des cas. Je n'ai pas les statistiques en tête. On n'est pas sûr de décrocher un emploi. Arrivé aux États-Unis, je constate que presque tout le monde travaille. Il n'y a pas quelqu'un qui reste à la maison pour dire que lui, il est chômeur, ou quelqu'un qui reste à la maison pour dire qu'il est en train de chercher de l'emploi, il n'a pas trouvé. La société américaine, le domaine emploi est un peu différent de ce que nous connaissons ici au Bénin. Là-bas, si vous avez peut-être un diplôme en ingénieur en informatique, vous venez fraîchement de sortir et que vous cherchez un emploi, vous ne trouvez pas, vous allez trouver forcément quelque chose d'autre qui pourrait ne pas être ce que vous avez étudié à l'école, votre spécialité, mais quelque chose qui va vous permettre de joindre les deux bouts en attendant de trouver exactement ce que vous avez fait à l'université. Okay. Et donc, ça fait qu'il n'y a pratiquement pas de chômeurs. D'abord, les étudiants, là-bas, quand on étudie, on est encore sur le banc de l'université, on travaille déjà. Pas des travaux... Mais des gagne-pain. Voilà, des gagne-pain, pas des travaux qui vous font asseoir forcément, vous pouvez rester debout. Donc, vous trouvez forcément quelque chose à faire pour vous joindre les deux bouts. J'ai observé ça, et au moment où moi j'étudiais, je travaillais. Les petits boulots qui me permettaient de joindre les deux bouts. Et je me suis dit, mais dans mon pays, nous n'avons pas cette chance. Et donc, il y a beaucoup de mes camarades, de mes amis, parents alliés, avec qui j'ai fréquenté, qui ont fini, qui n'ont pas trouvé quelque chose à faire et qui cherchaient à joindre les deux bouts. Je pourrais vous dire que le Béninois que nous sommes, nous aimons beaucoup travailler. Nous aimons travailler, et nous aimons nous démerder pour joindre les deux bouts. Mais il y a toujours ce manque d'emploi qui nous chicote et qui nous met à genoux. Et donc, étant un Béninois ou jeune étudiant atterrissant aux États-Unis qui n'avait jamais travaillé dans son pays, mais qui a subitement des emplois, beaucoup d'emplois qu'il pouvait faire pour satisfaire ces 5 besoins fondamentaux de l'homme, je me suis dit, si Dieu m'a accordé cette chance, il faudrait quand même retourner l'ascenseur à mon pays. Et donc, c'est ce qui m'a motivé, ce qui m'a orienté à commencer petitement, petit à petit, à faire des actions sociales, à mettre les structures en place pour aider les jeunes qui n'ont pas de boulot, les jeunes qui cherchent à faire quelque chose. Parce que c'est que même si on demandait aux Béninois de balayer la rue pour survivre, il le fera. Même si on lui demande de courir d'ici à Ouida, puisque nous sommes à Cotonou, et aller-retour pour être payé, il le fera. Et donc, c'est parce qu'il n'y en a pas suffisamment pour tout le monde et que moi, je me suis confronté à cette grâce, ou bien Dieu m'a donné cette grâce de me retrouver au pays de Longsam. Et voilà, il faut quand même partager la prospérité. C'est ce qui m'a amené à faire tout ce que j'ai fait, que vous connaissez jusque-là. Très bien, on vous aurait bien compris, mais est-ce que ce n'est pas votre entrée en politique qui crée cette ouverture? Vous savez qu'en Afrique, pour avoir l'électorat, il faut poser des actes sociaux. Est-ce que ce n'est pas le cas chez vous, Président? Non, pas du tout. Ce n'est pas la politique qui m'a forcé à faire des actions sociales.
Je rappelle au passage que quand j'étais déjà en troisième au CEG d'Aklankpa, j'étais élu délégué général de cet établissement qui m'a permis de comprendre le leadership que dans ce moment-là, que être un leader, ce n'est pas se servir, mais servir les autres. Et ça va dans la droite ligne des actions sociales. Et quand j'ai atterri aux États-Unis, après 5 ans, j'ai été élu président de l'Association des Béninois d'Indiana 2 fois, et de 2005 à 2010. Après cela, j'étais élu le secrétaire à l'organisation du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, section Amérique et Caraïbes. Après cela, j'ai été élu aussi secrétaire à l'organisation de l'association ou de l'organisation Bénin Diaspora USA. Et donc, toutes ces expériences associatives m'ont permis à donner et à aider la communauté parce que majoritairement ces associations associatives, ces associations des Béninois de l'extérieur sont là prioritairement pour aider les nouveaux venus à se retrouver, pour orienter les nouveaux venus à se retrouver et à pouvoir trouver d'emploi, à pouvoir s'installer et à pouvoir joindre d'abord les deux bouts. Et une fois ils se retrouvent, ils sont maintenant obligés de penser à ceux qu'ils ont laissés, les parents, les amis, cousins, cousines, qu'ils ont laissés au pays et qui se cherchent encore. Et donc, dans ces associations, nous faisons tout pour que quand un Béninois nouveau vient, qu'il se retrouve très rapidement et commence par travailler. Et aussi ceux qui sont déjà là et qui ont perdu leurs emplois et qui ont des difficultés, que ce soit judiciaire, que ce soit dans n'importe quel domaine, ces associations sont là pour aider les Béninois à se retrouver. Donc, ce virus était déjà dans ma peau, voilà, dans mes veines, avant que le virus politique ne me pique. Et donc, la transition, elle est très bonne. On parlera politique. Président, vous êtes le président du parti PEP, bien sûr, c'est bien ça, hein, Bien sûr. qui a été mis sur les fonds baptismaux à Dassa Zoumé il y a quelques années, mais il n'a pas fait assez de chemin avant de reverser ses forces à l'Union progressiste, le renouveau. Pourquoi avez-vous fait ce petit chemin-là, président? Merci, cher ami. C'est important d'éclairer la lanterne à vos téléspectateurs, à vos auditeurs. Le PEP qui était né, bien sûr, à Dassa Zoumé le samedi 24 août 2024 et qui avait pour vision principale l'éradication du chômage, de faire en sorte que chaque Béninoise et chaque Béninois puisse trouver un emploi lui garantissant un salaire mensuel régulier et complet pour bien vivre. C'était la vision du PEP. Nous l'avions créé pour quand même faire la différence dans l'échiquier politique de notre pays. Le PEP a fait son petit bonhomme de chemin, chercher son récépissé, qui s'est heurté à des contraintes que je n'aimerais pas citer ici. Nous en étions là quand l'Union progressiste, le renouveau, nous a contactés. Sa direction, sa haute direction politique voudrait rencontrer notre direction politique, la haute direction politique du PEP, et ceci suite à ma rencontre privée avec le président Joseph Fifame Diogbenou. Les deux hautes directions politiques se sont rencontrées et c'était dit que nous allons nous mettre ensemble pour travailler pour l'édification de la mouvance présidentielle. Nous avions réfléchi. Je suis un soutien fervent du président Patrice Talon. Je suis, je dirais, un soutien de première heure dans la diaspora. Et mon organisation que j'avais créée en 2017
pour soutenir le président et son gouvernement, qui était dénommé les Émiraux de la diaspora béninoise, USA Canada, soutenant les actions de son excellent M. Patrice Talon et son gouvernement. C'était créé pour mettre la lumière sur les prouesses du gouvernement de la rupture et de choyer l'image du président à l'extérieur. Et c'est ce que nous avions fait jusqu'au 6 décembre 2021. Et 6 décembre 2021, les donnes ont changé et je nourrissais en ce moment-là l'ambition politique de briguer la magistrature suprême de notre pays, d'être d'abord candidat et, si Dieu m'accordait cette grâce, de briguer la magistrature suprême. Au cours du rouleau, nous avions décidé de nous fondre, de fondre le PEP dans l'UPR parce que, étant un soutien fervent du président Patrice Talon et étant quelqu'un qui a participé à la réforme du système partisan. Puisque, je vais rappeler, le PEP était créé non pas pour diviser la mouvance, mais pour renforcer la mouvance. Parce que nous avions constaté, si je pourrais faire la petite histoire, lors des élections présidentielles du 8 janvier 2023, je pense, nous avions constaté qu'il y a beaucoup de mouvanciers qui étaient laissés sur les carreaux et qui étaient mécontents et qui menaçaient et que par leurs mouvements, par leurs actions, par leurs paroles, nous avions senti que si on les laissait, ils risquaient de basculer dans l'opposition. Donc le PEP est créé pour récupérer tout ce monde-là, pour les ramener à la maison et leur donner de place assise dans la mouvance. Donc le PEP est aussi créé pour renforcer la mouvance et donner un plus à la mouvance. Dans ce tamboglio, d'accord, nous avions décidé de fondre le PEP dans l'UPR pour que la mouvance, en tant qu'un seul homme, puisse se lever, lutter, travailler pour remporter toutes les élections de 2026, les élections communales, législatives et présidentielles. Étant de la mouvance, soutien fervent du président Patrice Talon, avec la vision de donner de l'emploi aux Béninois, nous n'avons d'autre choix que de nous mettre dans le rang et de contribuer à l'édification de la mouvance. Donc c'est ce que nous avons fait et c'est aussi pour répondre aux exigences de la réforme du système partisan qui veut que nous ayons des gros partis, des grands partis et qui se rassemblent pour participer au développement de notre nation. Et que devient alors donc votre ambition de briguer la magistrature suprême? Bien sûr, classé? Bien sûr qu'elle est déjà classée parce que nous avions souhaité et nous avions prié, nous avions travaillé pour être candidat. Mais au finish, la mouvance s'est réunie, les partis de la mouvance avec le chef de la mouvance se sont réunis pour choisir quelqu'un d'autre. Je dirais un candidat mieux aguerri, un candidat mieux formé entre griffes, parce que la fonction présidentielle n'est pas une fonction où on se forme pour bien performer. C'est quand on prend le pouvoir et qu'on exerce ce pouvoir-là. Tant que vous n'êtes pas président, c'est un peu impossible de dire que vous serez un bon président ou bien vous savez déjà comment faire pour être un bon président ou bien que vous savez déjà exercer cette fonction-là. Et donc, notre ambition a été étouffée dans l'œuf, si je peux me permettre comme ça, mais pour une bonne cause. Une bonne cause parce que la mouvance s'est réunie pour choisir un seul candidat. Nous ne voulons pas aller en rang dispersé, histoire d'émietter les voix de la mouvance. Et donc, une fois que le chef de l'État, les partis de la mouvance ont choisi un candidat, je voudrais nommer le ministre d'État des Finances, de l'Économie et de la Coopération, Monsieur Romia Wadani. Pour les 7 ans à venir, les débats parlementaires seront animés par l'Union progressiste, le renouveau autant pour moi, et le BR.
Président, comment appréciez-vous cette configuration politique animée que par des partis de la mouvance présidentielle? Est-ce que ça ne gêne pas? Monsieur le journaliste, je pense que il y a un aspect de la politique béninoise qui a besoin d'être révisé, selon mon entendement. Il y a deux mots essentiels qui minent l'animation de la vie politique dans notre pays. Le premier mot, c'est la mouvance. Le deuxième mot, c'est l'opposition. Je pense que si nous voulons bien nous développer, nous allons essayer de bannir ces deux mots, ou bien, à défaut de bannir ces deux mots, de les classer dans un tiroir et d'essayer de les oublier. Au lieu de parler de mouvance et d'opposition, parce que quand nous parlons de mouvance et nous parlons d'opposition d'office dans la mentalité de l'homme, c'est qu'il y a antécédent, Oui. c'est qu'il y a problème, c'est qu'on ne s'entend pas, c'est que nous sommes différents, nous sommes diamétralement opposés et on ne peut pas s'asseoir et parler d'une même langue. On ne peut pas s'asseoir et réfléchir sur comment développer notre pays. Et si on parlait plutôt d'une majorité et d'une minorité. Et donc, la réforme du système partisan, je dirais que l'esprit de la réforme du système partisan, c'est d'avoir un parti majoritaire, un parti minoritaire. Donc, ce qui se passe actuellement, comptant pour les élections législatives, je pense que à l'Assemblée nationale, nous aurons deux grands partis, un parti majoritaire et un parti minoritaire. Le majoritaire, c'est l'UP, le Renouveau, et le minoritaire, c'est le BR, le Bloc républicain. En ce moment-là, nous n'allons plus parler de mouvance et de l'opposition. Et je pense que les débats à l'Assemblée nationale vont être orientés vers comment faire pour que le Bénin de demain soit un Bénin meilleur, dans lequel chaque citoyen se retrouve, dans lequel chaque citoyen peut aller et revenir, dans lequel chaque citoyen peut joindre les deux bouts, dans lequel chaque citoyen peut être fier d'être béninois. Et donc, je pense que c'est ce qui est important pour notre pays. Au lieu qu'à l'Assemblée, nous ayons un parti de la mouvance ou des partis de la mouvance et un parti ou des partis de l'opposition qui vont s'affronter à ne pas finir, qui vont se battre à ne pas finir, histoire d'oublier le développement de notre pays, histoire d'oublier ce pourquoi ils sont envoyés à l'hémicycle. Ce pourquoi le Béninois a voté et a choisi les représentants du peuple, c'est d'aller là-bas et de travailler, voter des lois, proposer des lois, faire tout pour que le Béninois lambda puisse se retrouver dans la République, puisse joindre les deux bouts. Mais si nous nous attelons à défendre les causes de la mouvance, à défendre les causes de l'opposition, et chaque fois les débats tournent autour de ça, et chacun tire sur sa ficelle, vous êtes sûr que nous n'allons pas nous en sortir. Et donc, je n'ai aucun problème pour la configuration qui va s'installer demain. Je pense que c'est ça qui est bon pour notre pays. D'abord, je l'ai prédit lorsque j'étais sur une émission télévisée. J'ai prédit et j'ai souhaité que les élections communales, législatives, soient raflées à 100% par les partis UPR et BR. Paradoxalement ou heureusement, je pense que Dieu a exaucé mes prières, c'est ce qui s'est passé. Et donc maintenant, le parti majoritaire va jouer son rôle, le parti minoritaire va jouer son rôle. Au finish, c'est le Bénin qui sortira gagnant. Tout à fait. Et on parlera maintenant de la présidentielle du 11 avril prochain. Vous avez commencé par l'évoquer, Président. Cette élection rassemble deux duos, le duo de la mouvance présidentielle et de l'opposition. Cette opposition qui est considérée comme l'appendice du pouvoir par certains. Et comment vous appréciez ça? Est-ce que
Est-ce que vous voyez en cette élection une crédibilité? Par le passé, le Bénin vivait une élection de fait où il y a assez de candidats. On n'avait pas du mal à choisir son candidat parce que c'était la démocratie. Mais aujourd'hui, 2 candidats. Est-ce que c'est sérieux, président? Vous savez, dans la vie d'une nation, il y a Dieu qui intervient à un moment donné. Quand Dieu voit que cette nation est en déroute ou que cette nation risque de dérailler, il envoie quelqu'un, un fils ou une fille de cette nation qui vient promptement pour remettre la nation sur les rails, pour remettre les choses à leur place. Je pense que c'est ce qui s'est passé avec le président Patrice Talon. C'est un envoyé de Dieu selon mes interprétations. Il a vu que le train Bénin risque de dérailler à cette vitesse-là et qu'il faut faire des réformes difficiles, amères, pour remettre le Bénin sur les rails. Quand on prend l'exemple du Ghana, tout près, vous savez mieux que moi qu'il y a quelques années en arrière, les Ghanéens étaient pratiquement dans toutes les vents de Cotonou et des grandes villes. Ouais. Ils étaient les shoemakers qui faisaient beaucoup de bruit. Et à un certain moment donné, ils ont disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que Dieu a envoyé un homme à l'image du président John Jerry Rawlings qui est venu et qui a commencé par travailler, qui a commencé par mettre les réformes en place pour que les Ghanéens ne soient plus éparpillés un peu partout à la quête du travail. Il a développé le Ghana, les Ghanéens sont rentrés et ils ont ce qu'ils vont faire là-bas pour joindre les deux bouts. Et nous n'entendons plus les shoemakers un peu partout. Ils ne sont plus remarqués. Ils ne sont plus dans les rues de Cotonou et de nos grandes villes. C'est comme ça que Patrice Talon est venu pour mettre le Bénin sur les rails. Bien sûr que c'est dur, c'est difficile, parce que beaucoup de nos habitudes ont été changées. Beaucoup de nos intérêts personnels ont été piétinés. L'homme que nous sommes, nous n'aimons pas le changement. Mais de 2016 jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons témoigner de la pertinence de ces réformes du système partisan, de ces réformes politiques, de ces réformes dans tous les secteurs d'activité de notre pays. Comptant pour, quand on en vient aux élections présidentielles du 12 avril 2026, nous avons 2 duos. Il y a un duo de la mouvance présidentielle, un mot que j'ai dit que nous allons mettre dans le tiroir, un duo de l'opposition, un autre mot que nous allons mettre dans le tiroir. Ces 2 duos ont été choisis, pas parce qu'ils ont de beaux yeux, pas parce qu'ils sont affinités ou affiliés à tel ou tel homme fort ou telle organisation. Beaucoup de duos ont fourni leur dossier. Dans un pays sérieux, démocratique comme le nôtre, il y a les règles du jeu, il y a les lois de la République, il y a les lois électorales. Et donc, les duos qui se sont sentis bien ont fourni leur dossier. Les dossiers ont été étudiés et au finish, l'institution qui est habilitée à approuver ces dossiers, je voudrais nommer la Sénat, a déclaré que c'est ces 2 duos-là qui ont rempli les conditions qu'il faut pour être candidat. Idem pour la Cour constitutionnelle qui a validé ces 2 duos. Une fois que la règle du jeu est respectée, une fois que les duos ont fourni leur dossier et l'institution les a étudiés et a témoigné, a validé de la pertinence, de la validité de ces dossiers, nous ne pouvons plus parler de non-crédibilité du processus. Le processus
est crédible. Le processus et les étapes de ce processus ont été respectées. J'avais, moi, nourri l'ambition d'être candidat aux élections présidentielles. Pourquoi je n'avais pas fourni les dossiers? Parce que, j'ai compris qu'il faut se mettre ensemble avec les autres partis de la mouvance pour affronter les défis des élections présidentielles de 2026. Mais je me suis senti un peu faible du côté de ce qu'il faut fournir pour que l'institution habilitée à valider ces dossiers puisse le faire. Et donc, très tôt, je me suis mis dans le rang, comme nous le disons communément. Et donc, mon cher ami, je puis vous dire que le processus a été respecté et les duos sont crédibles. Par contre, moi, je pense que les élections présidentielles du 12 avril 2026 seront crédibles. Président, nous sommes à la fin de cette émission. Le temps nous a beaucoup nous chasse, comme on le dit. Et quel est votre message de fin? Je n'ai pas autre message de fin que de vous remercier d'avoir fait le déplacement, de venir jusqu'à chez moi pour me poser vos questions. Je voudrais implorer la bénédiction, la grâce divine sur votre télévision pour qu'elle puisse connaître l'essor que vous escomptez. Amen. Je voudrais dire aux Béninois de croire au processus, de croire au système et d'être éclairés, éveillés pour participer, je dirais, sortir massivement, n'est-ce pas, pour participer aux élections présidentielles du 12 avril 2026. Je voudrais inviter tout le monde à être serein, démocratique, pour que nous puissions aller voter dans la paix, dans la quiétude, dans la transparence, et que le meilleur de ces duos gagne. Et que Dieu Tout-Puissant, Allah le miséricordieux, les membres de nos ancêtres, puissent bénir notre nation, et que la vision Bénin 2060 à l'AFIA, qui a été lancée par le chef de l'État lui-même, soit une réalité. Et qu'en 2060, si vous et moi, nous vivons encore, nous puissions voir le Bénin développé et ne plus vivre dans un pays Bénin sous-développé. Merci beaucoup, Président Xavier François Tadegui, ami internaute de Soha TV. Vous avez suivi 45 minutes de vie de M. Tadegui, vie politique, vie sociale, vie à l'étranger. Vous avez donc suivi ce parcours de l'homme. Merci beaucoup et à très bientôt sur la télévision Soha TV Bénin.